Et bien salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi, abonné, chers amis, être que je vénère, sans qui je ne serais rien dans ce vaste univers, et bienvenue à toi, noble étranger qui passe dans le coin par hasard et qui peut-être sur un malentendu installera son bivouac quelque temps parmi nous. Voilà, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'excellentissime, l'incroyable jeu Here is Nigane, jeu de plateau avec figurines, édité chez Mantic Games, qui fut édité, qui ne l'est plus, mais que vous pouvez encore vous procurer via certains sites, sur le net ou sur le marché de l'occasion. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo petits oignons, suite à celle que j'avais faite il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, donc je vous invite à aller voir donc le Grand Ménage, scénario Le Grand Ménage, donc dans lequel j'ai fait une partie avec l'ami Flo, voilà, et nous avons gagné parce que nous avons encore triché évidemment, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour amener quelques errata. Ouais, parce que on a fait encore des erreurs. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt, vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec nous tous en chœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, ils sont en train de râler, ils ont triché comme des gros porcs, c'est inadmissible, cette chaîne est une bouse sans nom, n'ayons pas peur des mots. Bon, donc faute avouée, faute à moitié pardonnée, j'ai envie de vous dire. Bon, alors, comment ça va se dérouler? Déjà, on va apporter quelques petits errata, quelques petites modifications aux règles que nous avons enfreint sans le savoir ou de manière volontaire, tout à fait fortuite. C'est pas que j'essaye de vous embrouiller, mais c'est pas loin. Et ensuite, je vais vous proposer, comme ça, gratos, c'est moi qui régale, quelques améliorations, quelques pistes de réflexion et d'amélioration sur le gameplay de ce jeu, puisque en fait, pendant que je faisais la partie en cours et que je m'embrouillais bien les pinceaux, parce que j'aime pas faire deux choses à la fois, et en plus Flo il arrête pas de m'embêter, et c'est à cause de lui que je fais beaucoup d'erreurs, et ça vous l'avez tous compris, parce que vous êtes tous très intelligents, merci d'avance. Donc je me suis fait la réflexion, et je peux vous dire que c'est un exploit, le mec a 2 neurones, bref, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait amener au jeu pour le rendre un peu plus palpitant? Alors, le gars qui aime bien se faire du mal, déjà comme si c'était pas assez compliqué, allez j'en rajoute une couche. Comme ça je pourrais toujours dire si j'ai perdu c'est un peu normal. Voilà, donc ça va se dérouler en 2 étapes. Première étape, donc errata, voilà, mise à jour, puisque je rappelle qu'il y a donc une fac V1, la seule qui existe, qui a été éditée par Mantic Games, donc il y a maintenant un petit paquet de temps, mais qu'on peut encore se procurer en allant farfouiller sur le net. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir trouver cette fac en anglais, mais bon, c'est très accessible. Et je en profiterai également pour vous mettre la petite feuille qui a été éditée donc par un de nos confrères, un de nos concitoyens, qui a fait une petite feuille justement pour récapituler les points que l'on marque au fur et à mesure des missions que l'on enchaîne. Donc voilà. Bref. Donc dites-moi ce que vous en penserez à l'issue. N'hésitez pas non plus à lâcher donc le petit pouce, le petit j'aime pour soutenir l'effort de guerre, à commenter, à partager, et sur un malentendu, à vous abonner, puisque ça me fera toujours plaisir, ça m'a fait kiffer la life. Voilà, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais bon, visiblement, ça aide. Sur ce, voilà, je vous laisse avec la vidéo, et je vous retrouve pour la conclusion. Donc, comme je l'ai dit en introduction, l'une des erreurs qui a été commise durant la game avec Florence, et cela concerne les déplacements des survivants. Et il s'avère que effectivement, on nous indique, pour rappel des règles, un survivant peut avancer de 1 à 3 cases dans n'importe quelle direction. Un survivant ne peut pas traverser un mur ou une porte fermée, ok.
Un survivant peut traverser une case occupée par un autre survivant ou un rôdeur à terre, mais il ne peut pas terminer son déplacement dans sa case. Okay. Il peut traverser tous les pions et se poser dessus librement. Un survivant ne peut pas traverser ou terminer son déplacement sur un rôdeur debout. Okay. Jusque-là, tout allait bien. Et un survivant ne peut se déplacer en diagonale que si au moins l'une des deux cases se trouvant entre la case de départ et la case d'arrivée est libre. Et c'est là où je veux en venir, c'est là que j'ai constaté l'erreur au montage vidéo, c'est qu'en fait, Flo et moi, à plusieurs reprises, il me semble, je ne sais pas regarder vraiment en détail, mais je sais qu'on l'a au moins commise une fois, ça c'est certain. C'est au sujet du déplacement, donc lorsque on se retrouve face à un rôdeur, donc là je vais mettre, on va dire, hop, le symbole de la porte, d'accord ? Donc imaginons que j'ai activé ici, pour le cas, dans notre exemple précis, Chéri. Je décide de lui faire effectuer une action de déplacement. Donc j'ouvre la porte automatiquement, ça, il n'y a pas de souci, et je veux me rendre sur une des cases qui se trouve dans la pièce occupée par le rôdeur. Or, le rôdeur, il fait face à la porte. Et Florent et moi, en fait, on s'est permis, on va dire, la liberté de se dire, ok, de toute façon, je peux aller sur une case adjacente, et les cases adjacentes, on sait qu'elles sont multidirectionnelles. Elles peuvent se faire de haut en bas, à droite, à gauche et en diagonale. Et donc, on prenait notre survivant, et puis, allez, c'est la fête du snipe, on allait soit là ou soit ici. D'accord ? Et c'est là que l'erreur a été commise. En fait, on ne peut pas. Le diagramme le montre. En fait, il faut vraiment s'atteler à bien le regarder. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a les murs. Alors c'est vrai que c'est ça le problème des tuiles qui ne sont pas en 3D en fait. Il faut bien regarder en fait, être très attentif aux éléments de décor. Donc là, on a bien un mur de part et d'autre du couloir où se tient Chéri, et on a une porte qui lui fait face et le rôdeur qui lui fait face. Et en fait, les déplacements sur ces cases-là, ou là où je serais tenté de me dire, oui, c'est bon, je peux faire un déplacement en diagonale, non, c'est interdit, on ne peut pas le faire, d'accord ? Je pourrais me déplacer dans toutes les directions, sauf si je dois me rendre donc sur des cases qui sont bloquées à la fois par des murs de part et d'autre de ma position et un rôdeur. Donc ça, c'est une des petites erreurs qu'on a commises concernant les déplacements de nos survivants durant la partie. Vous l'aurez compris, évidemment, donc je suis obligé de stopper mon déplacement. Même si là, c'était ma première activation de déplacement, non. Je peux à la limite reculer, mais je ne peux pas aller en avant du fait de la position du rôdeur et des murs de part et d'autre de la porte. Le deuxième point de règle d'erreur qu'on a commis, ça concerne une carte ressource, recharge de munitions, qui est un objet spécial. Donc les fameuses cartes ressources qu'on récupère lorsqu'on est sur ou adjacent à un pion ressource, et on dépense une action effectivement pour entreprendre l'action fouiller. On pioche la carte et on la retourne, et donc ça s'appelait recharge de munitions, qui est un objet spécial. Et que dit cette carte, qui va s'afficher devant vos yeux ébahis? Défausser cette carte après avoir fait une action de tir pour en faire immédiatement une deuxième gratuite. Donc, effectivement, Florent, quand il a activé son personnage, c'était Tara, il me semble, puisque c'est elle qui avait le fusil d'assaut. Non, c'était Laura. Laura qui a le fusil d'assaut. Donc, lorsqu'elle a réalisé son action de tir, voilà, dans ce cas-là, ça pourrait être Chéri aussi. Donc, on a mis une fameuse onomatopée comics, blam, pour indiquer qu'elle avait fait feu. D'accord ? Donc, effectivement, donc là, le survivant provoque du bruit, et vous savez que le bruit, ça a des conséquences. Ça va faire augmenter le niveau de menace directe de +1. Ça va faire avancer les pions rôdeurs dans la direction du bruit d'une case, et ça va faire avancer les rôdeurs directement de 2 cases, toujours dans la direction du bruit. Et après, on va devoir aussi placer un pion rôdeur sur le point d'entrée le plus proche du niveau, le plus proche de la menace actuelle. Ça, vous le savez. En fait, le problème avec cette carte, c'est que, et c'est ce qu'a fait Florent, il l'a défaussée pour effectuer un deuxième tir. Et nous, en fait, on a juste considéré qu'il avait fait le bruit qu'une seule fois. Eh non. En fait, il y a un deuxième effet blâme
qui s'effectuent dans la foulée. Parce que ils considèrent que ce sont deux actions distinctes, deux actions de tir distinctes. Donc on fait blam blam 2 fois. Et donc du coup effectivement on recommence le processus, les conséquences d'avoir effectué du bruit, on augmente dans la foulée la menace de plus 1, les rôdeurs avancent de plus 2 cases, les pions rôdeurs avancent de plus 1 case, et on place un pion rôdeur sur la menace, voilà. Donc vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'en fait ça on l'a pas joué et c'est comme ça qu'il faut le jouer. Donc ça c'était le deuxième correctif. Maintenant, nous allons arriver non pas là sur une erreur de jeu, d'interprétation de notre part, c'est qu'on n'a pas joué l'errata de la carte profil de John. Alors, la carte profil de John va s'afficher. Donc, pour rappel, John possède un dé blanc en combat, des rouges en tir et un dé blanc en défense. Et il a la capacité, le fameux talent cogneur. John ne tient pas compte du mot-clé encombrant. Bon, ça c'est bien puisque... Je rappelle, il va pouvoir porter un objet normalement qui nécessite 2 emplacements d'armes. Il va pouvoir utiliser 2 armes de corps à corps s'il le souhaite. John met toujours les rôdeurs à terre après avoir battu ou égalé leur jet de défense dans une attaque de combat. Bon, jusque-là, tout va bien. Si le jet d'attaque de John vaut plus du double du jet de défense du rôdeur, le rôdeur est retiré du jeu même si John n'a pas obtenu de critique. Puisque c'est la condition requise dans ce jeu. Un survivant, s'il obtient un critique et qu'il bat le jet de défense d'un rôdeur, on considère qu'il a éliminé, il lui a fait un coup en pleine tête, et voilà, il lui a fracassé le crâne. Et on sait que dans l'univers de The Walking Dead, c'est la meilleure manière de tuer un rôdeur. Là, en fait, il y a un errata qui a été fait concernant la carte profil de John, puisque effectivement, durant la partie, Flo, quand par exemple le rôdeur obtenait une défense de 1 et que John obtenait sur son dé blanc d'attaque de combat 2, et effectivement il faisait le double, parce que 2 c'est le double de 1. Et donc on l'a joué comme ça normalement. Mais sur l'errata qui a été apporté, errata que vous pourrez vous procurer, je vais vous mettre un lien pour pouvoir mettre la main sur ce fichier, il est précisé qu'en fait, concernant John, la petite modification qui est apportée, donc je vous le lis en anglais, alors désolé en avance pour mon accent un petit peu merdique, puis après je vous le traduis en français. If John is attack roll is more than double a walker is defense roll, donc ça c'est la phrase d'origine, tout, et c'est là le changement qui est apporté. If John beats the walker is defense roll by 2 or more successes. Donc là, en fait, concrètement, ça va concerner la dernière phrase de la compétence cogneur de John. C'est-à-dire que si le jet d'attaque de John bat le jet de défense du rôdeur de 2, le rôdeur est retiré du jeu, même si John n'a pas obtenu de critique. Ça va être là la différence. Et c'est vrai que là, dans le cas, l'exemple que je vous cite, quand, le Flo obtenait un jet de défense de 1 pour le rôdeur et que John, qui effectuait son action de combat, obtenait avec son dé blanc, ses 2 dés blancs on va dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne se bat pas à main nue, il se bat avec son pied de biche. Donc son dé blanc de base, plus le dé blanc octroyé avec son pied de biche. Donc, si par exemple, moi j'obtenais ça, à l'origine, la règle disait, j'ai obtenu le double de la défense du rôdeur, j'ai pas besoin de critique, j'élimine le rôdeur et je gagne un point de réputation. Non, il faudra le battre de 2. Donc ça veut dire que là, c'est pas suffisant, puisque je le bats que de 1 en fait. Donc il faudra que j'obtienne au moins ceci, pour pouvoir tuer le rôdeur direct sans avoir à obtenir de critique. Alors c'est vrai que c'est un petit coup à prendre, ce qui fait que John, il est beaucoup moins, vous voyez ce que je veux dire. Moi je l'ai fait un petit peu en test. Bon, si vous n'avez pas de bol au dé, si vous obtenez des résultats un petit peu merdiques comme moi j'ai eu, c'est-à-dire pas mal de 1, voire du blanc, les combats deviennent un peu plus compliqués. N'empêche que, malgré tout, même si, on l'a vu, grâce à sa compétence, tout n'est pas complètement perdu, je rappelle, donc il mettra toujours les rôdeurs à terre si il a battu ou égalé le jet de défense dans une attaque de combat. Voilà. Donc là,
dans ce cas-là, si on revient à la règle, il ne le tuera pas, mais par contre, il a bien battu son jet de défense. Donc, il arrivera quand même à le mettre à terre. Donc, vous voyez, tout n'est pas perdu. La seule différence, c'est qu'il ne le tue plus direct, comme c'était le cas avant. Voilà le correctif que je devrais mettre en place. Bon, maintenant que je vous en parle, c'est clair, je vais bien le mémoriser, parce que souvent, je pense que vous êtes comme moi, on se dit, tiens, il y a une règle où on lit un errata, on dit, ah tiens, il faudra que je pense la prochaine fois à le faire. Puis après, on passe à d'autres jeux, on passe à autre chose, le temps passe, et puis le jour, on ressort le jeu. Bon, ça passe à la trappe la plupart du temps. Mais là, le fait de vous en parler, c'est clair que maintenant, ça va être acté dans les prochaines parties concernant Iris Negan. Donc voilà, tous ces petits correctifs que je comptais apporter donc à la dernière session de jeu que j'ai fait sur Iris Negan. Non, mes amis, et chers abonnés, et chers futurs abonnés, je voudrais vous parler de la petite amélioration de règles que j'ai voulu apporter au jeu, puisque c'est vrai que ça m'est venu pendant la partie, parce que bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interactions avec les rôdeurs, hein, et puis bon, avec les autres survivants, mais je me suis rappelé que dans le monde, le jeu de figurines, hein, l'univers de The Walking Dead à l'Audoir, il y a pire comme ennemi que les rôdeurs, ça reste l'humain. Et donc, je me suis fait la réflexion à un moment, en me disant, tiens, c'est vrai, ça serait pas mal peut-être d'amener des survivants rivaux, hein, des ennemis, hein, alors pas forcément Rick et toute sa clique, mais d'autres personnages de cet univers, pour apporter plus de piment au jeu. Mais il ne faut pas non plus que ça déséquilibre trop le jeu, quoique si, ça risque de le déséquilibrer, donc il faut essayer un petit peu de doser pour que ça reste jouable, fun, amusant et puis surprenant. C'est un petit peu le but du jeu. Donc là, prenons le cas de John. John donc décide d'avancer en direction de cette pièce dans le but d'aller la sécuriser et pourquoi pas mettre la main au passage sur un pion ressources et donc de l'équipement. Pour gagner des points de réputation aussi au passage, pour faire plaisir à Negan. Donc, je rappelle, quand vous activez votre personnage, vous avez droit à 2 actions différentes. Première action, là on n'a pas le choix, on va devoir réaliser une action de déplacement, donc il peut se déplacer de 1 à 3 cases, c'est ce qu'il va faire. Donc il fait 1, 2, donc il franchit la porte automatiquement, on retourne le pion porte, on rentre dans la pièce non sécurisée, et donc à partir de là, vous savez, hein, ou si vous ne savez pas, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui traite du jeu lors d'une partie, on va piocher une carte pièce. D'accord? Les fameuses cartes qui se présentent comme telles. Et une fois qu'on l'a piochée, on la retourne et on lit ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'elle va nous dire? La carte que nous allons retourner, elle va s'afficher sur votre écran. Il s'agit de la carte Derek, chef des pilleurs. Un pion ressource qu'on va devoir placer dans la pièce, la petite image qui représente Derek, hein, et on nous dit placer Derek sur le pion ressources. Ok? Donc, Derek, c'est ce personnage-là. Parce que je fais bien les choses. Parce que je n'allais pas créer un personnage qui n'était pas là. Alors, est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un? Si vous avez le jeu The Walking Dead à l'Audoir, oui, il va vous rappeler quelqu'un, puisqu'il était dans le starter de base de The Walking Dead à l'Audoir. C'est le chef des pilleurs. Donc, Derek, on a dit qu'on allait mettre un pion ressources. Hop. Donc je rappelle, hein, quand on met un pion ressources, le pion ressources ne doit pas être adjacent donc à la porte d'entrée. Donc les cases adjacentes à la porte d'entrée, ce sont ces 3 cases-là. Donc je peux très bien mettre le pion ressources ici. D'accord? Et donc je vais placer le personnage de Derek dessus. Surprise! Donc John franchit la porte, et il tombe sur Derek, le chef des pilleurs. Il a droit à une deuxième action. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas un copain, hein, c'est un concurrent direct, et donc c'est un pilleur, c'est un pillard. Donc John, il peut très bien, deuxième action, essayer de tataner Derek. Mais attention, Derek, c'est pas un rôdeur, il n'a pas un point de vie, il en a plusieurs. Parce que là maintenant, vous avez sa fiche de personnage qui va s'activer et qui va rentrer en jeu, en plus de la fiche de référence des pilleurs. Alors on va commencer par la fiche de référence des pilleurs, si vous le permettez.
On dirait que je suis dans une conférence, les gars, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte de référence des pilleurs? C'est là qu'elle rentre en jeu, à partir de ce moment-là. Donc, on va appeler la phase des pilleurs. Alors, la phase des pilleurs va se jouer après la phase des rôdeurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Si un pilleur est adjacent ou se trouve sur la case concernant un pion ressource, il peut accomplir une action de fouille et donc on retire le pion ressource du plateau de jeu et on prend une carte dans la pioche des cartes ressources face cachée. Ensuite, en petit 1, lorsqu'on va activer les pilleurs, donc je rappelle, la phase pilleur arrive juste après la phase des rôdeurs, déplacer les pilleurs, on va commencer par le pilleur le plus proche, puisque vous l'aurez compris, il peut y en avoir plusieurs en cours de partie. Alors rassurez-vous, il n'y en aura pas non plus toute une armée, mais vous risquez de croiser Derek et un de ses acolytes au passage. Du moins, on va commencer comme ça. Donc, déplacement de 3 cases, comme les survivants, hein. Mais bon, eux, ils vont pas s'attarder, ils vont pas faire une à 3 cases, hein. Ils vont essayer de faire un maximum de 3 cases, vers le point d'entrée le plus proche. Donc, eux, leur but, c'est de ne pas se diriger vers le point de sortie, comme pour Negan, c'est de sortir par le point le plus proche. Parce que bon, les mecs, vous l'aurez compris, ils vont pas non plus risquer leur vie pour la gloire. Eux, ils sont là pour looter et se barrer le plus rapidement possible. Alors imaginons que, ben voilà, ça vous savez, c'est les fameux points d'entrée du jeu. Je mets le point d'entrée ici. On va partir du principe qu'il y avait un point d'entrée existant à cet endroit précis. Derek, au moment de son activation, première action, il ramasse le pion ressources. Donc, je pioche une des fameuses cartes ressources. Hop. Et cette carte-là, oh là là, la mise au point, c'est pas ça, mais bon, vous l'aurez compris, je vais la mettre sur la carte de référence des pilleurs. Donc, elle est sortie du deck. Je reviens donc au déplacement des pilleurs, déplacement de 3 cases vers le point d'entrée le plus proche, et dès que le pillard est arrivé sur le point d'entrée, on va le retirer du jeu, et la carte fouille va être défaussée. À ce moment-là, on pourra regarder ce qu'on a perdu en fait. Comme ça va bien nous foutre les nerfs, ça va bien nous foutre les boules, et on va bien s'engueuler autour de la table pour dire c'est ta faute, tu l'as fait sortir, tu aurais pu l'arrêter. Non, c'est toi, connard. Enfin, j'imagine déjà le truc. Surtout si c'est une super carte. Si c'est pas une super carte, de toute façon, le mec il va être de mauvaise foi comme Flo. Il dit ouais, mais je le savais, je le sentais que c'était pas une bonne carte. Par contre, si c'est une super carte, il va dire que c'est ma faute. Ensuite, deuxième, je retourne à la carte de référence des pilleurs. Donc, l'attaque des pilleurs. C'est marrant que j'emploie ce mot, parce qu'en fait, j'aurais pu mettre pillard. Bon, nommez-les comme vous l'entendez, comme ça vous convient. Chaque pilleur attaque un survivant adjacent ou dans sa ligne de vue avec les armes appropriées. Oui, parce que s'il n'a pas d'arme de tir, c'est clair qu'il ne va pas pouvoir en faire. Le joueur suivant lance les dés de combat du pilleur. Ok. Le survivant lance ses dés de défense. Bon là, en fait, on reprend la même mécanique que lorsqu'on subit l'attaque d'un rôdeur. À part que eux peuvent être dotés d'armes à distance. Si l'attaque est supérieure à la défense, le survivant reçoit des dégâts égaux à donc la différence des résultats. Ensuite, petite précision qui est apportée, si un survivant élimine un pilleur, il gagne un dé bleu de points de réputation. Le pion ressource est déposé sur la case où le pilleur a été éliminé. Donc on a tout intérêt effectivement à liquider le Derek. Ça nous permettra de gagner des points de réputation au passage. Un dé bleu, c'est pas négligeable. Et en plus, ça nous permettra aussi de récupérer la fameuse carte ressource qu'il a essayé de nous tirer. Si un pilleur élimine un sauveur, là par contre, ça pue du cul les amis, chaque survivant perd un dé bleu de points de réputation et Negan devient foudrage. Ah, vraiment, il a la haine, d'accord ? Et enfin, si le pilleur parvient à sortir avec le pion ressource, sans avoir tué le moindre sauveur, le moindre survivant, chaque survivant perd un dé blanc de points de réputation. Et là, Negan, il devient pas foudrage, mais bon, il va bien se foutre de votre gueule, il va bien vous railler. C'est pour ça qu'on perd un point blanc de réputation. On va partir de ce principe. Voilà pour la carte de référence des pilleurs. Alors maintenant, on va s'intéresser effectivement, puisque je vous ai dit que Derek, c'est pas un rôdeur, donc il a des caractéristiques qui sont équivalentes à des survivants, aux sauveurs. On va regarder sa carte profil. Donc maintenant, sa carte profil apparaît. Derek chez des pilleurs, voilà. Et là, vous voyez,
Vous avez même maintenant un personnage en plus à jouer, à intégrer dans la bande de Negan, pourquoi pas, pour faire une mission, dans le cadre de la campagne, ou une mission one-shot, comme on dit. Ben, vous dites, tiens, au lieu de prendre Tara, Laura ou John, tiens, je vais prendre Derek, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est aussi, il peut gagner des points de réputation si vous décidez de le jouer comme acolyte. On va dire comme allié passager, voilà. Compte tenu des circonstances, voilà, tu m'aides à nettoyer le sanctuaire, puis je te refile du matos à l'issue, tu vois, des trucs comme ça, quoi. On peut s'imaginer ce type de scénario. Donc, Derek, au combat, il a un dé blanc, quand même, un blanc en tir et un dé blanc en défense. Donc, c'est pas un manchot, mec, faut pas le sous-estimer. Et il a en plus une capacité qui s'appelle libérer la route. Derek avance immédiatement de 3 cases vers le point d'entrée le plus proche. Bon, moi, jusque-là, rien d'exceptionnel. Ça rejoint la carte référence des pilleurs. Mais, si un survivant ou un rôdeur bloque son déplacement, lancez le dé spécial, le fameux dé noir. Donc, je rappelle le dé qui se présente comme ceci. Voilà. Vous vous rappelez de ce dé-là, les amis ? Et si on obtient le symbole shérif, Derek peut traverser la case occupée par un autre survivant ou un rôdeur, mais il ne peut pas terminer son déplacement dans sa case. Il a 5 points de santé, donc vous l'aurez compris, il va vraiment falloir le gérer comme un survivant. C'est pas parce que vous réussissez une attaque du premier coup que vous allez le tuer net. Et ensuite, il est quand même bien armé. Il a un couteau comme arme de combat et un pistolet comme arme de tir. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais ça, c'est pas cool, parce que ce connard-là, s'il nous tire dessus, il va provoquer du bruit. Et donc, il va encore davantage nous mettre dans la panade. C'est pas faux. Donc, il y a tout intérêt, effectivement, à se débarrasser rapidement de lui. Revenons sur cet exemple. Maintenant, on va tout mettre de côté. Donc, je rappelle, on a retiré la carte pièce, on a placé le pion ressource Derek, chef des pillards. On a sorti du coup la feuille de référence des pilleurs et la carte profil de Derek. Maintenant, à partir de ce moment-là, il entre en jeu. Quand il va s'activer, imaginons que John n'a pas réussi donc à stopper Derek dès qu'il est apparu dans la pièce. Il a été surpris en train de se faire plaisir en volant des choses qui, de toute façon, n'appartiennent à personne en fait au final. Mais bon, premier arrivé, premier servi. Et donc, John a lancé, on va dire, une attaque, et puis il n'a pas réussi, en fait. Bon, alors comment ça va se dérouler ? C'est très simple. Là, Derek, il vient de rentrer en jeu. Première action, Derek, il a droit à 2 actions différentes. Première action, il va ramasser... merde, je me suis planté, c'est pas un jeton fouille. Vous savez, excusez-moi, dans la précipitation, je rappelle, les jetons fouille, ce sont les fameux jetons comme ceci, d'accord ? Donc, il va ramasser le jeton fouille dans la pièce et il va donc piocher une carte ressource sans la dévoiler qu'il va mettre sur sa carte profil ou la feuille de référence des pilleurs. Ça, c'est sa première action. Et là, lui, il a tout intérêt à pas rester ici. Donc, évidemment, s'il le peut, bon là, il peut, puisqu'il n'y a pas d'autres survivants derrière, parce que là, c'est quand même un couloir, c'est un peu emmerdant. Donc là, il peut tenter de passer. Deuxième action, il va essayer de libérer la route, donc de forcer le passage avec John. Et il va lancer son dé noir. Il réussit à passer. Donc il fait 1, 2, 3. Fin de son activation. Donc en fait, il a bousculé John, d'accord ? Et donc, il a libéré la route. Vous me suivez jusqu'à maintenant ? Ok. Plus tard dans le jeu, bon, imaginons, il y avait Dwight qui était pas loin, et puis Dwight, il a quand même une arme à distance. Et puis, il a libéré il a tiré avec un carreau d'arbalète et il a réussi à blesser Derek. Donc, je mets le père Dwight, par exemple, ici, d'accord ? Donc, il avait la bonne distance requise, puisque je rappelle que pour tirer à l'arbalète, il y a une distance minimale pour pouvoir effectuer le tir. Voilà, ça tombe bien, portée 2, 1, 2, 3. Derek était à portée 3. Il a donc décoché son trait, il a touché Derek, et Derek s'est pris, on va dire, 2 points de dégâts. Donc on va bouger le pion vital, vous savez, l'indicateur, pour indiquer qu'il a bien perdu 2 points de santé. Ok ? À partir de là, donc, John, pareil, a essayé de le rattraper, on va dire, ou plutôt John, vu que quand même le niveau de menace, on joue contre la montre, il va plutôt essayer, on va dire, il fait un choix, garder son calme et il tente de sécuriser la pièce, puis on va dire, il réussit, voilà.
c'est un choix, on s'est concerté entre nous, ou même vous jouez en solo, vous décidez de la jouer comme ça. C'est autour de l'activation de Derek. Et Derek, il est plus très loin de sortir en fait. Donc Derek, il fait 1, 2 et 3, soit il sort, d'accord. Mais imaginons que le point est beaucoup plus loin, par exemple, de lieu où il devrait se rentrer. Parce que là, dans cet exemple-là, c'est que là, il sort. Il fait 1, 2 et 3, d'accord. Hop, et il est sorti. Imaginons que le point est là. Donc il va faire 1, 2, 3. Non, il réussirait quand même. Donc il faudrait que je le mette beaucoup plus loin, on va dire hors carte, d'accord. Disons qu'il est beaucoup plus loin que là. Bon, il avance en direction de ce point. 1, 2, 3, voilà. Et puis on va dire au prochain tour, il pourra y arriver. Mais il lui reste une deuxième action. Et bien là, c'est simple. Il va tirer, utiliser son arme de tir contre Dwight, parce que c'est lui qui l'a emporté en ligne de vue. Et ben là, le problème, c'est qu'effectivement, vous l'aurez compris, deuxième action, il va causer du bruit, voilà, et on va faire un jet de tir, donc 2 dés blancs, et Dwight, malheureusement, il n'a pas grand-chose en défense, hein. Il a un dé rouge en défense, donc ça fait 2, Dwight, il fait 1, Dwight se prend une blessure. Donc là, ça a occasionné du bruit. Donc ça va ramener les pions rôdeurs dans leur direction, les rôdeurs présents en jeu dans leur direction, faire augmenter le niveau de menace de 1 et ramener les pions rôdeurs sur les pions d'entrée du jeu. Voilà. Donc voilà l'idée, la première idée que j'ai eue, donc mettre ce personnage assez costaud en fait, hein, puisque il lance des dés blancs, il a quand même une capacité spéciale. La deuxième idée qui m'est venue, où je me suis dit bon, peut-être tester un truc un peu plus light, c'est donc là, ça serait une carte événement. Là, à l'inverse, c'est plus une carte pièce qu'on pioche qui va dévoiler des règles, ça sera plus une carte événement. Profiter un petit peu pour faire le ménage. Imaginons que John est toujours dans la pièce, ça vient d'être sécurisé, il y a un jeton fouille, d'accord. Et puis il y a un point d'entrée qui était là ou qui est apparu, parce que je rappelle que certaines cartes peuvent dévoiler des nouveaux points d'entrée donc au sein du sanctuaire, au sein de l'usine. Donc on arrive à la phase des rôdeurs. Et phase des rôdeurs, et là on retourne cette carte et au lieu d'avoir des rôdeurs, on va avoir la carte qui s'appelle des pilleurs dans la place. On choisit un survivant et on va placer un pillard sur le point d'entrée le plus proche de ce survivant. Là il n'y a pas le choix, c'est pas Dwight parce qu'il est beaucoup trop loin, il n'a pas de point d'entrée. Par contre il nous reste John et il s'avère qu'il a un point d'entrée à proximité de lui. Et donc nous allons prendre un nouveau personnage. Lui aussi, il était fourni dans la boîte de base. Putain, j'arrive pas. Vas-y, hop. Je sais pas si vous vous rappelez de lui. Bon, moi, je lui ai mis un petit bouc blanc. Hein. Voilà, il fait partie de la boîte de base de, une fois de plus, The Walking Dead à l'Audoir. Et il fait partie des pilleurs, justement. Et donc, ce gars-là, on va le mettre sur le point d'entrée, ici. Choisissez un survivant, placez un pillard sur le point d'entrée le plus proche de ce survivant. C'est le cas. Et qu'est-ce qu'il a? Combat, là on est sur un truc beaucoup plus light. Des rouges en combat, pas de tir, il n'a pas d'arme à feu, et il a en défense un des rouges. Par contre, en arme, il est armé d'un couteau. Donc ce qui lui octroie un des rouges supplémentaire pour le combat. En santé, 4 points de vie. On est sur quelque chose de plus classique, de moins difficile. Et pareil, donc phase des rôdeurs, on les joue, les rôdeurs jouent, et puis on passe à la phase des pilleurs, juste derrière. Le pilleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 1, 2, 3, et il va prendre le pion ressources, piocher une carte ressources, la mettre sur la carte de référence des pilleurs, et il finit là sa première activation. Et vous l'aurez compris, soit on laisse le pilleur se barrer avec, on va dire, le bonus, la ressource dont il s'est emparé, ou soit on le stoppe, puisqu'on sait que si on arrive à l'éliminer, c'est un point bleu de réputation et ça permet de récupérer la ressource. Lui, par contre, s'il doit ressortir par le point pilleur, on voit bien, c'est ici. Donc, John, il a tout intérêt lors de son activation de venir ici pour lui bloquer le passage. Et lui, comme il est un peu neuneux, il va paniquer en fait.
ben, il se dit putain, c'est beaucoup trop loin, il va pas chercher à rejoindre le point de sortie, enfin pas le point de sortie, le point d'entrée le suivant. Il va vouloir venir vraiment chercher ce point de sortie, et donc là il y aura corps à corps. Sachant que John a quand même... Alors attention, la compétence de John ne s'applique plus du coup face à un pillard. C'est-à-dire que là, même s'il égalise, il ne le met pas à terre. Alors à vous de voir, vous pouvez très bien conserver la règle. Vous pouvez très bien vous dire, bah non, Coco, moi je pars du principe que John il conserve ses capacités, donc même si j'arrive à égaliser ou à battre d'un point son jet de défense sans faire de critique, je le mets à terre. On peut très bien considérer ça. Mais c'est pareil, un pillard à terre, vous n'allez pas dépenser une action simple de combat pour l'éliminer du premier coup. Il va falloir vraiment lui retirer tous ses points de vie. Donc voilà les améliorations que je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal d'apporter ça pour relever davantage le jeu, pour lui donner une meilleure jouabilité, une plus longue durée de vie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça sera évidemment à tester et c'est ce que je ferai certainement. Alors ne vous attendez pas lors de la prochaine sortie à les voir apparaître systématiquement, puisque je rappelle que leur apparition est conditionnée, leurs apparitions sont conditionnées par le tirage des cartes. Donc soit je tire la bonne carte ressource des règles qui rentre en jeu, et là effectivement on va voir ce qui va se passer, ou soit c'est la carte événement avec un simple pillard. D'accord ? Alors juste avant de clôturer cette vidéo, chers amis, chers abonnés, je compte quand même apporter une petite précision sur le fait que lorsque vous allez faire entrer en jeu des règles ou un des pillards, il ne faut pas oublier qu'ils sont assujettis donc au risque des rôdeurs. Donc durant la phase des rôdeurs, évidemment, il s'avère que ce sont les survivants les plus proches des rôdeurs, les rôdeurs vont se diriger vers eux et les attaquer. Voilà, et le rôdeur ne fera pas de distinction entre les personnages joueurs et les personnages non joueurs. C'est très important, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, et c'est tout à fait juste de se dire, oui mais attends, si un rôdeur, qu'est-ce qu'il fait ? Logiquement, le rôdeur, il va attaquer le survivant, le vivant le plus proche de lui. Donc perdez pas ça de vue. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins que vous l'aurez trouvée suffisamment intéressante. Donc je rappelle, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sur le gameplay que je vous propose, pour me dire ce que vous en pensez à chaud, si l'idée est intéressante ou vraiment trop compliqué à mettre en œuvre, parce que ça va augmenter la difficulté du jeu, ça c'est certain. N'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître la chaîne autour de vous, et bien entendu à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre, et à vous abonner sur un malentendu, ça me fera vachement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures vidéoludiques. Prenez soin de vous, et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.